Donc aujourd'hui, on a le plaisir donc de faire un webinaire. On est donc avec ECF et Swiss Life. Pour ECF, on a Mathilde Girard, qui est membre de la commission sociale, qui vous parlera un peu de ce qu'on fait, et puis j'y reviendrai aussi. On a Laura et Emmanuel de chez Swiss Life, Laura que vous connaissez peut-être, et Emmanuel qui est le spécialiste de l'épargne salariale, donc il sera le centre, on va dire, de cette intervention aujourd'hui en tant qu'expert du sujet. Laura, je te laisse peut-être débuter ou Ouais, Mathilde. Ouais. bah écoutez, je vais juste dérouler pour introduire Mathilde et puis après on vous laissera la parole avec grand plaisir. Non, mais déjà, bah, ravie de tous vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler donc d'épargne salariale. Nous, le thème, on a beaucoup travaillé avec Mathilde et avec Mélanie et Emmanuel, bien sûr, pour faire en sorte d'apporter vraiment, de s'inscrire dans le cadre de l'épargne salariale et de vous apporter aujourd'hui des infos très opérationnelles pour vraiment mettre à l'honneur le binôme expert comptable et assureur au service et aux côtés des entreprises dans le cadre de l'épargne salariale. Et donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas très au fait de l'épargne salariale, bon, c'est pas nous, c'est pas ECF et Swiss Life qui sommes à l'initiative de cette semaine. C'est l'AMF et le ministère du Travail qui a créé cette semaine vraiment pour sensibiliser les entreprises, les employeurs et les salariés à ce sujet. Et c'est vraiment là où nous tous, vous experts comptables, nous en tant qu'assureurs, vraiment, on a vraiment notre rôle, on a un rôle clé à jouer pour apporter toutes les informations nécessaires et pour aider les entreprises et les chefs d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Voilà, donc on a le plaisir d'être tous ensemble ce matin. Peut-être avant de laisser la parole à Mathilde et puis aussi à nos intervenants de se présenter. Moi, je suis assez récente. Je suis arrivée nouvellement chez Swiss Life en novembre. Donc, je remplace Dominique Offray. Je m'occupe des partenariats avec les experts comptables. Et donc, j'ai le plaisir d'être votre interlocutrice. Désolée, je me présente en première. C'est un peu cavalier de ma part. Mais T'as juste raison. quelques mots sur le partenariat entre CF et Swiss Life. C'est un partenariat historique. Vraiment, notre objectif, il y a vraiment un travail de co-construction qui est fait, c'est pas juste de la notoriété. On est vraiment là pour encourager l'interprofessionnalité, donner les outils aux cabinets et aux assureurs Swiss Life sur le terrain pour vraiment mutualiser leurs expertises pour accompagner au mieux les chefs d'entreprise. Voilà, donc je suis à votre disposition évidemment, ainsi que Emmanuel et toute l'équipe de CF, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui est mis à votre disposition. Voilà, écoutez, peut-être que je peux vous laisser reprendre la main, Mathilde et Mélanie. Je vais reprendre la main. Donc, bienvenue à tous et merci de votre présence en pleine période fiscale. Donc, je suis Mathilde Girard et je suis expert comptable et membre de la commission sociale ECF. Et voilà, alors dans le cadre de la semaine sur l'épargne salariale, ça nous a semblé important avec ECF d'organiser effectivement ce webinaire et que Swiss Life, qui est un partenaire historique d'ECF. Et voilà, je les laisserai après, bien évidemment, avec Mélanie, qui est notre avocate en droit social et au service des adhérents, présenter le sujet qui a été exposé par Laura. Mais avant de vous abandonner et de couper ma caméra, je voulais juste vous rappeler deux petites choses. Je me permets de ce temps-là pour le faire. Le rôle de CF, qui est la défense de la profession libérale, enfin de l'exercice libéral, pardon, de notre profession. C'est important d'être défendu et représenté auprès de nos instances. Donc, si vous n'avez pas encore adhéré, n'hésitez pas à le faire. Il est encore temps. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est le rôle de la commission sociale, qui est de représenter notre syndicat auprès de notre branche, avec comme objectif d'adapter la convention collective aux enjeux actuels et futurs, et notamment la négociation annuelle obligatoire des salaires, qui est un passage important dans notre année de délégation patronale. Voilà. Euh, Merci Mathilde. je vous en prie. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et une bonne fin de période fiscale. Et bon courage et à très bientôt. Merci Mathilde. Je vous en prie.
Oui, et du coup, bah, pour un point sur la commission sociale, vous êtes beaucoup. Donc, moi, je travaille chez ECF. Du coup, j'aide les adhérents sur leurs questions en droit social, sur tous les sujets. On a fait un gros point avec Emmanuel et Laura pour préparer ce webinaire. Et on se rend compte que finalement, dans les cabinets, qui sont les cabinets souvent adhérents, évidemment, c'est pas des questions qui reviennent tout le temps. Je crois que tout le monde ne s'est pas saisi de l'épargne salariale ou alors n'ont pas forcément pour réflexe de venir nous interroger. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que c'est un thème qui est technique. On va le voir juste après, Emmanuel va nous en parler, où il y a eu pas mal d'évolutions, notamment pas plus sur le fond que ça, mais sur le périmètre des personnes concernées sur l'épargne salariale. Et du coup, je pense que c'est essentiel que tout le monde l'ait bien en tête parce que c'est un sujet qui est l'un des plus d'actualité du moment. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, on a un chat, hein, on essaiera de le regarder dans le temps et de répondre à vos questions si on peut. Si vous avez des questions après, vous pouvez me les envoyer ou par mail ou à Laura. Enfin, n'hésitez pas à nous recontacter. On les fera remonter et tout le monde sera recontacté. Il y a pas de problème avec ça. Et donc, vous aurez le support à la fin parce que c'est une question qui revient souvent. Vous aurez le support et il y aura un replay s'il y a une partie qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Donc voilà, Emmanuel, je te passe peut-être la parole pour te présenter. Oui, merci Mélanie. Et merci à Mathilde et Laura pour cette introduction. Donc voilà, moi je suis donc Emmanuel Le Pontap. Je suis responsable en fait de l'inspection entreprise. Alors c'est un terme un petit peu un jargon Swiss Life, mais en fait je manage en fait une équipe d'experts et notamment sur l'épargne salariale, mais dans le collectif en général, au profit des salariés et qui viennent accompagner finalement les chefs d'entreprise et les experts comptables dans les études qui peuvent être liées à toutes les questions que se posent les dirigeants, et notamment aujourd'hui sur cette épargne salariale qui est à la fois nouvelle pour beaucoup de petites PME et en même temps qui est quelque chose qui est relativement ancien. Donc on va voir tout le détail tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et aujourd'hui tous nos acteurs au sein de Swiss Life sont sur ce sujet-là et c'est connu un vrai boom et c'est super parce que il y a un vrai engouement sur ce sujet-là et on est tous mobilisés sur le sujet des épargne salariale depuis maintenant 2 ans. Super, merci. Parce que je vous propose, il est 9h08, c'est qu'on attaque. Et en effet, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais garder un regard sur le chat. On essaiera d'y répondre si on peut au cours de la présentation. Si on voit qu'on est trop juste au niveau du temps, comptez sur nous en tout cas pour revenir vers vous ultérieurement pour que chacun reparte avec ses réponses. Peut-être quelques mots sur Swiss Life, Emmanuel, avant de lancer la présentation? Oui, alors je ne vais pas vous assommer de chiffres parce que ça serait un peu fastidieux. Juste pour dire que Swiss Life, voilà, c'est une compagnie d'assurance qui est en France depuis maintenant 127 ans, donc depuis 1898. On n'est pas entre des jeunes premiers, mais malgré tout, c'est une compagnie qui aujourd'hui a taillé une part de marché non négligeable. On est le quatrième assureur de personnes en France et on a un chiffre d'affaires de 7,7 milliards, ce qui commence à peser un peu et un résultat pour l'année 2024 de 335 millions, ce qui prouve que l'entreprise est dynamique et rentable. Et on a comme objectif, évidemment, de croître auprès de notre clientèle de chefs d'entreprise. Un vrai, souci de les accompagner dans leur quotidien et donc à travers aussi bien les solutions individuelles que collectives. Voilà pour Swiss Life. Très bien, eh bien c'est parti. Donc à l'ordre du jour, donc on a structuré cette présentation en 4 points. Premier temps, on va faire un gros rappel technique pour que chacun d'entre vous se remette bien en tête, si c'est pas forcément clair, les points clés à savoir sur l'épargne salariale. Et puis ensuite, on va aller vers de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est remémoré les différents points techniques, on va aller sur aujourd'hui, vous en tant qu'expert comptable, nous en tant qu'assureurs, comment les binômes sur le terrain
doivent accompagner les clients. Et en l'occurrence, une fois qu'on aura vu les différents dispositifs dans le premier temps, l'objectif, c'est de savoir en fonction des besoins, des objectifs et de la situation de votre client, quel est le conseil adapté à lui proposer. Ensuite, troisième temps, on vous présentera la démarche d'accompagnement Swiss Life, c'est-à-dire que nous, on a vraiment développé un audit. On ne fait pas du doigt mouillé, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans une approche conseil, on va faire un audit de la situation du client avant d'aller faire des préconisations. Et c'est cet audit qui est vraiment mis à la disposition aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable. Et enfin, une fois qu'on s'est dit ça, cet audit, cette démarche d'accompagnement, on verra qui fait quoi? Quel est le rôle de l'expert comptable? Quel est le rôle de l'assureur? Et comment ensemble on peut accompagner au mieux les clients? On vous partagera alors des bonnes pratiques, puisqu'il y a déjà plein de belles choses qui se font dans les cabinets et aujourd'hui dans toute la France. Donc, on vous partagera des bonnes pratiques de binôme. L'objectif étant que, à l'issue de ce webinaire, vous ayez vraiment des clés, de nouvelles idées, vraiment pour être proactif, structuré, certainement une nouvelle mission de conseil au bénéfice de vos clients. Donc, si ça vous va, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Et donc, Emmanuel, on va te laisser la main et nous rappeler déjà les enjeux et le contexte en fait de l'épargne salariale. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va en revenir sur les détails tout à l'heure, mais ce qui a changé un peu la donne, c'est la loi sur le partage de la valeur qui est maintenant sortie le 29 novembre 2023, mais surtout qui va rentrer en jeu dès à présent, pardon, et qui va concerner les entreprises de plus de 11 salariés. Ça n'empêche pas, malgré tout, qu'il y a aussi des entreprises de plus de 50 salariés qui sont concernées par la participation depuis de nombreuses années. Et donc, de ce fait, voilà, il y a un côté réglementaire qui est important. Mais si on s'arrête, j'irais là, c'est quelque part c'est un peu réducteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un excellent moyen pour les entreprises aujourd'hui d'attirer des nouveaux collaborateurs, puisque l'enjeu de la rémunération aujourd'hui est un enjeu clé. Bien évidemment, il ne suffit pas. Et donc, en fait, il faut à la fois trouver des éléments de rémunération, mais aussi de motivation des salariés, notamment à travers l'intéressement, dont on reparlera tout à l'heure. Et en dernier lieu, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment je fais pour me constituer finalement une épargne dans un délai, si possible, relativement court. On sait très bien que la France est un peu championne du monde des charges sociales et des impôts, donc c'est compliqué aujourd'hui d'aller continuer l'épargne sans avoir un frottement trop fort. Et finalement, l'épargne salariale réunit un petit peu ces deux problématiques-là. Et l'objectif en toile de fond, c'est aussi de se dire, ben voilà, on parle beaucoup de la retraite actuellement avec ce fameux conclave, dont on n'est pas vraiment franchement issu, mais par contre, le vrai sujet, c'est comment on constitue une épargne en vue de la retraite de façon à ne pas dépendre totalement du régime obligatoire qui subit des réformes, je dirais plusieurs fois par décennie, et dont on ne sait jamais trop ce que ça donnera quand on arrivera réellement à la retraite. Donc voilà, c'est ces trois enjeux qui sont essentiels et sur lesquels on va pouvoir développer maintenant. Et sur un de ces enjeux, le fait que depuis la loi partage de la valeur qui avait prévu, on en a beaucoup parlé au moment où elle est sortie, cette loi. Et finalement, elle s'est un peu tombée dans l'oubli. Et c'est maintenant qu'elle rentre en vigueur, hein. C'est pour 2025. Donc c'est pour ça que on en a tous parlé en novembre 2023. Mais c'est plutôt maintenant le bon moment, le bon timing. Exactement. Parce Ouais. que notamment sur nos adhérents chez ECF, on se rend bien compte que l'épargne salariale, ça concernait quand même les gros. C'était les plus de 50. Et donc, c'était déjà quand même quelque chose qui n'était pas fait dans le courant. Et là, on se retrouve carrément avec des entreprises de plus de 11. Donc là, vraiment, on arrive sur le créneau même de nos adhérents et de leurs clients, parce qu'on aussi leur ressemble. Et donc, cette année, voilà, vraiment, c'est pour tout le monde. Très clair. Écoutez, c'est parti. Moi, j'ouvrirai juste une parenthèse. Emmanuel, tu nous parlais de l'impact au niveau managérial, au niveau du recrutement. C'est dommage que Mathilde soit partie parce on en discutait hier. C'est un outil aussi au service de vos cabinets. Et donc voilà, donc j'ouvre vraiment cette parenthèse parce que ce qui est valable pour vos clients, c'est valable évidemment aussi pour vous. Mathilde nous partageait hier qu'elle-même a expérimenté des choses pour son cabinet. Ah vous êtes de retour. Elle écoute en fond. Oui, J'écoute en fond, je suis là, pardon. Non, je disais juste que là, ce qui s'adresse, ce qui s'applique aux clients, en fait, est valable aussi pour son propre cabinet. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, pardon, du coup, moi, je l'ai mis en place pour mes collaborateurs. Enfin, j'ai signé un accord d'intéressement avant même l'obligation. Je l'ai déposé avant le 30 juin l'année dernière. Et donc, voilà. Et l'objectif était que moi, je versais des primes à mes collaborateurs, comme beaucoup, à la fin de la période fiscale. Et que je trouvais que c'était trop chargé. Ça me coûtait, ça finissait par me coûter très cher. Donc, j'ai mis en place l'intéressement. Voilà. Et puis, en plus, c'est un bon moyen d'attractivité ou de fidélisation, plus Ouais, je pense qu'on exactement. est plus sur de la Voilà, fidélisation. Oui, Parce que quand on va quelque part, c'est voilà. pas une vraie question. Par contre, pour Non. rester, ouais. oui. Et honnêtement, c'est mérité pour ceux qui, enfin moi en tout cas je trouve, mais pour ceux qui s'investissent, c'est mérité. Voilà. Super. Bon, bah, on referme cette Oui, parenthèse. Merci oui, parce que Mathilde. là, Mathilde vient de lancer un sujet. Parce que, pour ceux qui le méritent, c'est un des vrais sujets. Bon, on va y revenir hein, Bon, quand on va on va en préparer. Hein, parce parler, que hein. que ce soit collectif, c'est bien aussi un des problèmes. Allons-y. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne salariale, c'est pas un sujet qui est nouveau, hein. Le sujet a été ouvert maintenant il y a presque 60 ans, à l'époque des ordonnances générales de Gaulle, hein. Donc, on peut considérer que c'est quelque chose d'assez ancien, sauf que ça, c'était vraiment adapté aux grandes entreprises. On est passé au départ à 100, après ça à 50. Des éléments sont venus après ça se greffer dessus. C'est l'époque des Gilets jaunes où ce qu'on appelait la PEPA ou la prime Macron est apparue. Qui était en fait un objet de pouvoir rémunérer de façon très efficace les salariés avec finalement pas de charge sociale et pas d'impôt, donc finalement le revenu idéal. Sauf qu'en réalité, tout ça a été après ça modifié par différentes lois et qu'aujourd'hui, bon voilà, la prime de partage de la valeur connaît quelques modifications, on le verra plus tard. Et puis, évidemment, la loi de partage de la valeur a fait que maintenant, on s'intéresse aux entreprises de 11 à 49 salariés, puisque au-delà de 50, on a la participation obligatoire. Et donc, c'est ces entreprises-là qui sont concernées. Mais je pense que si on doit faire peut-être une extension, en fait, il ne faut pas croire que les entreprises de moins de 11 sont exclues de ce sujet-là. Au contraire, elles sont incluses, sauf qu'elles n'ont pas de contraintes. En fait, c'est ça le sujet. Et c'est vraiment un outil d'attractivité qui concerne évidemment les TPE, mais aussi des dirigeants. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de fond. Et c'est là où on peut accompagner finalement toute taille d'entreprise, quel que soit le sujet. Et l'intérêt, c'est que oui, il y a une date butoir qui est maintenant passée, c'est le 1er janvier 2025, et donc on est dans la période de mise en place, mais il y a un vrai sujet pour aller rencontrer les dirigeants qui ont des salariés, bien évidemment, et qui se posent des réflexions, savoir comment les rémunérer de façon efficace. Et comment remplir son obligation? Parce que l'obligation, enfin, je sais plus, on va y revenir, mais pour 2025, on doit avoir mis en œuvre au moins un dispositif de partage de la valeur. Donc là, il faudra aller chez tous vos clients, vérifier que dès qu'ils ont plus de 11 salariés, il y a bien un dispositif qui est mis en place. Alors, Ma question, c'est que dans les faits, il y a pas de sanction, il n'y a pas une amende prévue par les pouvoirs publics de fait de ne pas mettre en place un système d'épargne salariale. Donc, la question qui peut être souvent posée, c'est finalement, qu'est-ce que je risque à ne pas le faire? oui, alors ça, c'est quelque chose on avait évoqué vaguement. C'est que en tant que salarié, si je suis moi dans une entreprise de plus de 11 salariés et que mon employeur n'a pas mis en œuvre un dispositif, en cas de sortie ou quoi que ce soit, on pourrait même envisager des mises en demeure pour que mon employeur le mette en place. Le risque, il pourrait être prud'homal, il pourrait y avoir une saisine de l'inspection du travail en disant, bah, nous, on remplit tout et on devrait avoir quelque chose. Alors, le problème, c'est que on a une obligation, notamment, on imagine que les plus petits aussi se saisissent pas mal de la PPV. On a une obligation de mettre en place une PPV, mais par exemple, enfin, c'est-à-dire celle-là, mais on n'a pas d'obligation de chiffre. Il n'y a pas de minimum derrière et du coup, ça va être un peu compliqué de savoir qui satisfait cette obligation parce que si pour satisfaire l'obligation, il suffit de donner 50 euros en PPV, bon, ça va aller très vite aussi, hein. Mais bon, on y reviendra. Ne C'est très débordons pas, génial. je vous laisse dérouler, Emmanuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'épargne salariale, c'est quelque chose, quelque part, c'est un peu un couteau suisse. Donc, en fait, il y a plein de possibilités de pouvoir finalement verser. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est très souple finalement.
Donc, le principe est très simple, c'est que, bon, déjà, il faut des réceptacles. Le réceptacle, parce qu'il est, je dirais, l'élément naturel pour pouvoir recevoir finalement les fruits de l'épargne salariale, souvent pour des raisons fiscales, mais pas que. Donc, il y a le PE, qui est un produit finalement d'épargne qui permet d'avoir récupéré l'épargne au terme des 5 ans. Donc, je mets, je sais pas, 500 € en 2025. Eh bien, en 2030, je pourrais récupérer non seulement ces 500 €, mais en plus, évidemment, parce que c'est l'intérêt, c'est je cherche à bénéficier d'un abondement qui a été négocié au niveau de mon entreprise. Et cet abondement, il va être variable en fonction de ce qui a été décidé, c'est-à-dire qu'il va être entre 0 et 300%. Et il va être plafonné pour le PE à 3 768 € cette année et pour le PERCO au double, c'est-à-dire 7 536 €. Donc ça peut être très important, mais évidemment, toutes les entreprises n'ont pas la capacité de pouvoir mettre les abondements au maximum. Et donc, c'est pour ça que ça peut être des abondements qui sont à 20%, à 50%, à 100%, ou 200% ou 300%. Voilà. Et le PERCO, en fait, est exactement le même principe en fait, d'abondement. À la différence près, c'est que l'horizon, ce n'est pas 5 ans. Enfin, ça dépend de l'âge, évidemment, mais disons que c'est la retraite. Et donc évidemment, bon, il y a des cas de déblocage anticipé pour des cas un peu compliqués ou quelquefois des cas un peu plus heureux. On y reviendra peut-être plus tard. Mais disons que l'objectif du PERCO, c'est la retraite. Donc, c'est un vrai sujet, comme je le disais tout à l'heure, c'est que bon, il faut quand même aussi envisager de constituer une épargne solide pour la retraite. Donc, dans ces réceptacles, je vais pouvoir mettre dans ce premier lieu le versement volontaire. Donc, je prends mon épargne personnelle de mon compte en banque, je fais un versement et j'en espère évidemment un abondement. Ça, c'est le côté le plus classique, pas forcément celui qui est le plus répandu, même si je pense que ça a un vrai intérêt, puisqu'en fait, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel produit d'épargne, vous pouvez en espérer du 3%, 5%, 10%, et au-delà, on peut toujours rêver. Mais alors que si l'abondement de l'entreprise, il est de 20, 30 ou 50%, c'est bien meilleur que n'importe quel produit d'épargne sur le marché, alors qui plus est 300%. Vous voyez, donc ça, c'est un outil qui est vraiment très intéressant. Maintenant, il est plafonné, il est encadré. On ne va pas mettre 10 000 € pour en espérant en avoir 30 000. Ça, ce n'est pas possible. Mais dans l'absolu, ça reste quand même un très bon outil de placement, si je puis dire. Après, il y a la prime d'intéressement, et on va le développer tout à l'heure, qui est un outil qui est en pleine croissance et qui intéresse réellement beaucoup de chefs d'entreprise et de salariés. La prime de participation qui a un côté, dans un premier temps, on imagine bien que ce côté contraignant de plus de 50 salariés, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et de la même façon, je vais pouvoir développer tout à l'heure. Les entreprises qui ont mis en place un compte épargne-temps, alors c'est vrai que ce n'est pas trop la clientèle traditionnelle, parce que c'est en plus en général plus de 200 salariés. Donc ça, c'est une solution qui est adaptée plutôt aux grandes entreprises. Sauf que on a beaucoup de gens qui finalement dans des petits, même dans les cabinets, hein, qui sans le savoir ont des comptes épargne-temps. Les gens font des stocks oui. Et ça devient colossal à la fin. Et ils ont ces stocks qui se mettent de jour non pris d'une année sur l'autre. Et ils sont un peu embêtés pour certains parce que c'est pas géré. Enfin, c'est pas géré plus que ça. Et du coup, Oui. ça pourrait être aussi une bonne solution. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors en fait, ils n'ont pas vraiment de compte épargne-temps au sens de la structuration qu'on peut retrouver dans les mais dans les faits, ils le font. Mais ils ont un stock qui est en bas du bulletin, et au lieu d'avoir 25 jours au 1er juin, ils en ont 30, 63. Voilà. Et donc, en fait, ça constitue un vrai passif social pour les entreprises, mais qui n'est pas le passif des IFC, qui est plus ou moins théorique suivant les cas de figure. Là, c'est un passif réel, parce que quand le salarié part, il faut bien qu'il le paye. Et le vrai sujet, c'est que dans le temps, ce passif s'accroît parce que c'est compté en jours. Et ces jours, en fait, ils sont valorisés au jour du départ. Au jour du départ. Alors que s'ils les avaient eu 10 ans avant, c'est pas... Et si la personne a connu une belle croissance de salaire, et pour peu qu'elle ait cru dans son entreprise en termes d'évolution de carrière, elle passait par exemple cadre, ça fait un montant beaucoup plus cher. Et donc là, il n'y a pas de possibilité de verser sur le plan d'épargne entreprise, parce que c'est uniquement celles qui ont constitué un accord de compte épargne-temps qui peuvent le faire. Mais par contre, pour une TPE, même avec 2-3 salariés, le fait d'ouvrir un PERCO, en fait, on peut monétiser jusqu'à 10 jours par an. Et ça, c'est une opportunité réellement, et ces monétisations qui sont non fiscalisées, hein, donc il y a une exonération fiscale, et il y a en plus des exonérations
social non négligeable, parce que c'est 60% côté patronal et 40% côté salarial, donc c'est vraiment intéressant. Donc, on pourrait l'envisager sur des plus petites structures qui n'ont pas mis en place le CET stricto sensu, mais qui pourraient passer par le PERCO. Complètement. Et d'ailleurs, on en a mis beaucoup en place dans les cabinets comptables parce que les salariés, souvent, ils n'ont pas le temps de prendre leur congé et donc c'est un moyen pour eux de valoriser ses congés et pour le chef d'entreprise de baisser son passif social. Donc, Ouais, c'est ça. Parce que gagnant. ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet pour beaucoup. Ouais. Donc voilà, ça, c'est petite. une parenthèse, mais qui est super intéressante et en fait qui est très mal connue. Donc, et ça s'adresse à toutes les entreprises. C'est ça qui est génial. Après, vous avez évidemment la prime de partage de la valeur, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. La nouveauté, c'est que maintenant, donc, à la suite des décrets de juillet 2024, parce que c'était il n'y a pas tout à fait un an, mais disons qu'il a fallu le temps que ça se transpose après ça dans les accords interentreprises. Et donc maintenant, on peut verser la prime de partage de la valeur. Pourquoi? Parce que certains salariés, notamment ceux au-delà de 3 000 euros, se retrouvent fiscalisés. Donc pour ne pas avoir la fiscalité sur leur prime de partage de la valeur, ils peuvent le verser sur le PE et le PERCO. Voilà. Et puis le dernier qui est un peu plus un sujet de niche, hein, on va en parler tout à l'heure sur la prime de partage de la valorisation des entreprises. Là, c'est un sujet qui va être plutôt dans le cas de figure d'une start-up. Comment je fais finalement pour associer mes salariés à la croissance d'entreprise sans les faire rentrer au capital. Donc voilà, ça c'est très confidentiel. C'est plus confidentiel. Bon, je dirais que c'est peut-être un peu parisien, alors c'est pas péjoratif, hein, mais sinon on retrouve beaucoup plus de startups en Ile-de-France que dans les autres régions. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Et puis l'abonnement, bon, on en a déjà parlé. Donc voilà, l'épargne salariale, c'est vraiment, on a plein d'outils et chaque outil finalement a ses leviers. Donc c'est ça qui est super. Et pour vous, vous partez, ce qui est assez surprenant, mais et naturel dans votre présentation, vous partez des deux réceptacles, vous représentez les différents dispositifs d'épargne salariale, alors qu'on a plutôt l'habitude de dire l'intéressement, la participation, la PPV, et ensuite on détaille. Alors, vous pensez que le réceptacle est peut-être c'est de là Ben, dont on va partir. Mais disons que le réceptacle, il a de différents intérêts. C'est que, d'une part, ça permet de répondre à deux besoins différents. Le PE, c'est de l'épargne. Et finalement, c'est comment je me constitue une épargne grâce à l'aide de l'entreprise. Et donc, et c'est aussi un moyen de défiscaliser. Pourquoi? Parce que si par exemple, ma prise d'intéressement, je la prends directement, ça c'est tout à fait possible, hein. La contrepartie, c'est par contre, je suis soumis à fiscalité évidemment, pour ceux qui payent de l'impôt. Même chose pour la participation. Maintenant, même chose pour la prime de partage de la valeur pour les revenus les plus élevés. Donc, et là, je ne parle pas même de la prime de partage pour la valorisation des entreprises. Tout ça fait que, voilà, que ce soit sur le PE ou le PERCO, il y a un côté à la fois fiscal, mais il y a aussi un côté, qu'est-ce que je veux faire de cette épargne-là? Est-ce que c'est pour dans 5 ans, je ne sais pas, changer de voiture, ou est-ce que c'est pour la retraite, constituer un capital qui me permettra d'améliorer mes vieux jours. Non, c'est intéressant. Très clair. Un petit focus, un focus sur le partage de la valeur, cette nouvelle obligation légale dont on parle depuis tout à l'heure. Rappel. Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire que ça concerne les entreprises de 11 à 49 salariés. Donc, à partir de 50, il y a la participation obligatoire. C'est pour ça qu'en fait, elles ne sont pas concernées, même si après ça peut être intéressant pour elles aussi de remettre ce sujet sur la table. Et puis, les entreprises qui ont un bénéfice net fiscal qui est supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices. Ça, c'est un moyen aussi de ne pas mettre en difficulté potentiellement une entreprise qui aurait qui serait un petit peu dans une situation compliquée. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que ça concerne beaucoup d'entreprises. Il y a la possibilité pour ces entreprises de choisir finalement un des 4 dispositifs qui ont été retenus. C'est la prime de partage de valeur. C'est celle qu'on retrouve la plus fréquemment parce qu'elle est relativement simple à mettre en place. La participation. Alors, la participation, pour le coup, elle n'est pas obligatoire. Là, pour le coup, elle est volontaire. Elle peut être, après ça, dérogatoire. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on verra après. L'intéressement, qui est celui aujourd'hui qui est en pleine ascension et qui a vraiment géré l'attention des experts comptables, des chefs d'entreprise,
mais qui est quand même compliqué à mettre en œuvre si on n'a pas forcément les clés, et c'est pour ça qu'on est là. Et puis après ça, quelque part, le plus simple, c'est l'abondement. Est-ce que si je mets 100, j'aurai quelque part 200 derrière ou 300? Ça, c'est un sujet qui est relativement, entre guillemets, simple. Bien que dans l'abondement, on peut avoir un abondement, ce qu'on appelle uniforme, donc 100, 200, 300, mais ça peut être aussi un abondement dégressif, et ce qui permet de dire, voilà, par exemple, de 0 à 500 euros, je mets du 100%, et puis de 500 à 1000 euros, je mets du 50%, et puis, etc. Voilà. Et ça permet de pouvoir aussi calibrer un budget, en fait, parce que le problème, c'est que si au départ, on n'a pas le budget, on risque de se retrouver embarqué, surtout s'il y a beaucoup de salariés, sur des montants qu'on n'aura pas forcément estimés au départ correctement. Et sachant qu'un salarié qui a versé, l'employeur est obligé d'abonder derrière s'il y a une règle d'abondement qui a été déterminée. Donc, il faut quand même le manier avec précaution. Très bien. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, ça y est. Donc voilà, et donc évidemment, ça y est, on y est, le 1er janvier 2025, on est dans le sujet. Alors maintenant, l'épargne salariale, il y a quand même l'intérêt, c'est justement d'aller comparer l'efficacité de l'épargne salariale aux autres sources de revenus. Pourquoi? Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est de ce fait, pour se constituer une épargne, est-ce que finalement toutes les sources de revenus se valent? Le premier qu'on retrouve finalement le plus fréquemment, c'est le salaire. Aujourd'hui, le problématique du salaire, c'est qu'il y a finalement beaucoup de charges. On parle évidemment du salaire brut. Alors, le salaire brut, le salarié s'intéresse au salaire net, il faut être très clair. Mais le salaire brut, c'est son vrai salaire, malgré tout. Le salaire brut, eh bien, c'est à base de réflexion, c'est 1000 euros, par exemple, dans ce cas de figure-là. Dessus, on va rajouter des charges patronales, alors qui peuvent être variables suivant le niveau du revenu. Alors, on a mis 45%, c'est plutôt pour un cadre. Ça peut être 40%, ça peut être beaucoup moins en plus si il y a des réductions pour les plus bas salaires. Et donc, ça représente un coût qui est 1,5 fois plus ou moins le salaire brut. Et tout ça est déductible, je dirais, des impôts, donc dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Côté salarié, eh bien, il y a le précompte des charges salariales, donc environ 22-23%. Et évidemment, la case impôt qui est variable aussi suivant le niveau du revenu. Là, on a mis une TMI à 30%, ce qui est la tranche la plus large, celle qui représente un peu plus de monde. Évidemment, tout le monde n'est pas dans cette TMI-là. Et à la fin, le salarié, il va recevoir son salaire net après impôt et l'efficacité, suivant le niveau du revenu, entre les bas salaires et les hauts salaires, elle va varier entre 39 et 51%, ce qui est relativement peu efficace, malheureusement. Maintenant, on sait très bien que derrière, il y a beaucoup de droits sociaux qui sont générés. Donc, il n'y a pas que le revenu immédiat, mais il est vrai que le salarié va s'intéresser d'abord à son revenu immédiat avant de son revenu différé. Maintenant, il y a une deuxième source de revenus. Et là, ça va concerner une population beaucoup moins grande. Ce sont la rémunération de gérance. Donc, pour les gérants majoritaires de SARL, là, il n'y a pas de charge patronale et salariale, il y a les charges du TNS, point. Ça représente environ 40%, tout pareil, c'est pareil, ça dépend du revenu, puis il y a des modifications en plus qui ont eu lieu aujourd'hui notamment par rapport à la CSG, qui ont un peu modifié cet équilibre-là. Mais tout ça génère en gros un surcoût de la même façon. Là, on n'est pas à 1,5 fois, mais on est à 1,4 donc, pour l'entreprise. Et tout ça, évidemment, est déductible du résultat. Pardon. Et une fois passé par la case impôt, eh bien, on retrouve une efficacité meilleure que celle des salariés. On est entre 55 et 73%. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a moins de charges. Tout simplement. Ce n'est pas qu'il y a un système, il n'y a pas de miracle chez les gérants majoritaires, c'est qu'en fait, ils ont moins de charges. Et notamment sur la partie retraite, qui est la partie qui est moins, quelque part moins efficace aussi par rapport à ce qu'ils vont percevoir en termes de pension à la retraite aussi. Troisième partie, c'est celle qui a eu un peu le vent en poupe ces dernières années, du fait de l'arrivée, alors même si c'est maintenant, ça commence à devenir ancien, mais de ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est la CSG à 17,2 plus le PF à 12,8. Donc, ces dividendes, évidemment, sont moins soumis à l'imposition. Donc, c'est ce qui potentiellement peut le rendre attrayant. Malgré tout, il ne faut pas oublier que, et ça, je m'adresse à un public qui est certainement bien plus compétent que moi, pour sortir le dividende, il faut quand même payer l'impôt sur les sociétés. Donc, ça a un coût. Et en plus, contrairement aux deux précédents qui sont des outils de rémunération
qui sont déductibles de l'impôt sur les sociétés, le dividende, lui, ne l'est pas, puisqu'il faut payer l'impôt pour le percevoir. Donc ça, c'est le premier élément qui fait la différence. Et donc, eh bien, quand on fait le bilan entre finalement ce qu'il faut sortir et ce que le dirigeant ou l'associé peut percevoir, eh bien, l'efficacité de 53%. Donc, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si efficace que ça, même si, évidemment, c'est entre guillemets, un mal nécessaire, hein, parce que c'est aussi le moyen de rémunérer le capital et que tous les dirigeants ne sont pas forcément, se versent pas forcément des dividendes. Donc, c'est un moyen aussi de compléter les revenus et d'associer aussi les autres associés de l'entreprise à la performance de l'entreprise. Le dernier, évidemment, l'épargne salariale. Là, il y a un cas très spécifique. C'est que, alors, je fais une petite parenthèse, dans le cas d'une entreprise de moins de 50 salariés, pourquoi? Parce que c'est quand même l'essentiel. Déjà, c'est celles qui sont concernées par la loi sur le partage de valeur. Et puis, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises-là, elles bénéficient quelque part d'une niche parce qu'il y a non seulement pas de fiscalité, et ça, c'est très appréciable, mais en plus, il n'y a pas de charge patronale. Le forfait social, ça arrive au-delà de 50 salariés. Et donc, de ce fait, quand l'entreprise sort 1 000 euros d'intéressement, de participation ou d'abondement pour ses salariés, ça lui coûte 1 000 euros, ce qui est quand même incroyable. Et en plus, comme c'est déductible de l'IS, eh bien, en réalité, ça lui coûte réellement 750 euros. Et ça, c'est quand même une efficacité redoutable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un côté un peu paradoxal dans le cas présent, c'est que quand le salarié, lui, va juste payer, enfin, il va payer, il faut lui précompter, hein, c'est la CSG-CRDS à 9,7%. Et donc, de ce fait, il va avoir 903 euros pour 1 000 euros que l'entreprise va verser, ce qui est imbattable, pour être très clair. Et donc, l'efficacité, elle est de 90 à 120%. Alors, comment on peut faire plus que 100%? Parce que ça, c'est un peu aberrant d'imaginer ça. C'est parce que quand on compare aux dividendes, le dividende, lui, comme il n'est pas déductible, contrairement au produit d'épargne salariale, eh bien, lui, il va forcément avoir un coût supérieur. Donc, mais déjà, si on retient 90%, c'est largement suffisant et donc c'est très efficace. Maintenant, il faut être très clair, ça ne remplacera pas le salaire parce que c'est pas Mathilde qui a dit le contraire. On ne peut pas substituer l'épargne salariale à un élément de rémunération, ça c'est formellement interdit. Et puis en plus, les montants ne sont pas les mêmes non plus. Oui, oui, et il n'y a pas d'individualisation. Enfin, ça, on va en reparler. C'est quand même un vrai sujet pour les cabinets. Parce que quand on voit ça, évidemment, ce tableau, c'est un peu stupéfiant. On se dit, mais comment ça se fait que tout le monde ne s'engouffre pas dans ces dispositifs? Une des raisons, bon, c'est potentiellement la complexité des dispositifs, où ça, on peut se dire que c'est des difficultés qu'on peut lever assez facilement parce que bon, on s'adresse à un public d'experts comptables, donc c'est un public averti et qui le fait au quotidien. Donc ça, on peut se dire. Mais aussi, il y a une vraie question, moi, qui revient parmi les adhérents. Mais si je donne 1 000 euros, si je dois donner 1 000 euros à tout le monde. Et moi, je ne veux pas donner 1 000 euros à tout le monde. Je voudrais donner 3 000 euros à tel salarié qui est en surperformance. Il voudrait un peu individualiser. Donc, Oui. c'est un peu plus embêté. C'est aussi une des raisons qui fait que tout le monde s'en saisit pas. Parce que quand on voit ce tableau-là, c'est troublant. Oui, on peut se dire, mais pourquoi on ne fait pas que ça? Mais en fait, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, pourquoi on ne va pas au plafond quand on veut. On est non, d'accord. mais par contre, c'est un levier de rémunération, c'est un levier de motivation. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure à travers les différents dispositifs. Ouais, c'est ça sur ça. Ok. Super clair. On nous demande souvent cette slide, donc rassurez-vous, le support sera transmis à chacun. Voilà. En tout cas, ça vous permet vraiment de se remettre les idées super au clair. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis même pour dans le cadre du conseil à vos clients. Bien Dans sûr. le cadre du conseil à vos clients, de pouvoir montrer ça. Au moins les choses sont très claires pour qu'ils y aillent, parce que voilà, c'est ce qu'on disait, les experts comptables, c'est un public averti, pas tous leurs clients. Donc voilà, il faut vraiment expliquer l'intérêt de ces dispositifs. Et là, ça saute aux yeux, même quand. Un petit mot sur l'intéressement, le supplément d'intéressement en plus, qui est vraiment d'actualité. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, alors je réponds à ta dernière remarque. L'actualité, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, un accord d'intéressement, ça ne se met pas n'importe quand dans l'année. Il faut que ce soit mis dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de l'exercice.
Donc, pour tous ceux qui ont clôturé au 31 décembre, ils jouent jusqu'au 30 juin pour négocier l'accord et jusqu'au 15 juillet pour le déposer. Donc, en fait, là, on est quelque part pile au milieu, donc c'est génial. Et puis, en plus, ça permet, à travers les bilans qui sortent, de savoir finalement, tiens, au regard du bilan 2024, qui évidemment n'est pas exactement la réalité de 2025, mais qui quand même donne une tendance, qu'est-ce que j'ai comme capacité de budget pour pouvoir reverser ça aux salariés à travers un système incitatif. Et c'est là que l'intéressement a tout son sens, parce qu'il peut être à la fois d'ordre financier. Est-ce que je prends comme outil un pourcentage, par exemple, de résultats courant avant impôt? Et donc, si je dépasse, par exemple, un résultat courant avant impôt de, je sais pas, de 100 000 euros, eh bien, je vais reverser 10% à mes salariés, donc 10 000 euros. Voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça peut être aussi un outil extra-financier où là, je vais dire, voilà, j'ai comme ambition de baisser, par exemple, la consommation électrique, baisser la consommation de gazole. Ça peut être aussi, ça c'est plutôt le côté RSE, ou alors j'ai comme objectif de faire baisser le taux d'accident du travail à travers finalement des sensibilisations des salariés. Et donc là, ce taux-là, il est factuel parce qu'en fait, on sait comment mesurer le nombre d'accidents du travail qui vient l'année. Ou alors, ça peut être la satisfaction client, ce qui est un peu plus délicat. C'est moins adapté aux PME. Mais voilà, tout un tas finalement de critères qui peuvent être vertueux pour l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est pour le dirigeant, c'est de développer le résultat, mais aussi de développer aussi le bien-être des salariés et qu'à la fin, ils en soient récompensés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe parce que ça peut s'adapter à toutes les tailles d'entreprise. Il y a des accords qui sont relativement simples, qui peuvent vraiment se greffer sans que ça soit quelque part une usine à gaz. Et puis après ça, si l'entreprise veut quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, c'est tout à fait possible. Mais là, je dirais que c'est vraiment un travail de juriste parce que c'est pas nous, on va pouvoir donner peut-être des tendances, des idées. On ne va pas surtout pas se substituer au travail d'un juriste qui vient soit d'un cabinet comptable, soit d'un cabinet d'avocat, mais en tout cas qui est un vrai travail de technicien. Et ça, c'est le premier élément, c'est l'intéressement initial, c'est ce qu'on retrouve le plus facilement. Mais en fait, ce qui est souvent oublié, c'est le supplément d'intéressement qui, lui, a une énorme vertu. C'est que d'une part, autant le premier, il y a un budget qui est arrêté, admettons à 10 000 euros, autant le second, eh bien, le budget peut être déterminé de façon beaucoup plus libre, sans qu'il soit soumis à un caractère aléatoire. En fait, il n'y a pas cette notion de dire, tiens, si j'atteins ce résultat-là, j'aurai tel montant. La seule chose qui est nécessaire, c'est que l'intéressement initial soit bien versé. Parce que si le résultat de l'intéressement initial est zéro, celui du supplément d'intéressement, il sera de zéro aussi. Hein, il n'y a pas de débat. Par contre, ce supplément d'intéressement, il a cette vertu, c'est qu'il n'y a pas le caractère aléatoire, mais en plus, il est à la main du chef d'entreprise. En fait, le chef d'entreprise, il est engagé sur l'intéressement initial, mais sur le second, il fait ce qu'il veut en fonction de ses critères, qu'ils soient des critères financiers ou d'ordre social, au choix. Et puis, le troisième volet, c'est que ce supplément d'intéressement, il a un intérêt fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être décidé par le chef d'entreprise après la clôture de l'exercice. Et on voit dans le petit schéma dessous, c'est que il clôture au 31 décembre, il voit que le résultat 2024, par exemple, a été bon. Il dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir baisser mon IS, parce que l'IS ne produit rien en soi, hein, sinon remplir les caisses de l'État. Et donc, je vais plutôt en faire bénéficier d'une deuxième vague d'intéressement à mes salariés. Et donc, je décide de verser 15 000 euros et ces 15 000 euros vont s'imputer sur le résultat 2024 et pas sur 2025. Donc, en fait, il pilote sa fiscalité a posteriori une fois qu'il a les chiffres qui sont certains. Donc, c'est un vrai levier aussi fiscal. Et donc, de ce fait, il a une marge là et on est en plein dedans, hein, en fait, parce que là où tous les experts comptables sont dans la période fiscale, justement, ils sont en train de commencer à remettre les bilans. Et ils se disent, tiens, là, vous avez l'occasion à la fois de réunir un besoin des salariés d'avoir une meilleure rémunération et en même temps, pour vous, un moyen de défiscaliser de façon efficace et cadrée. Donc, cet intéressement est vraiment aujourd'hui un très bel outil qui mérite d'être étudié et sur lequel nous, on va justement vous accompagner dans la mécanique en fait, de mise en place de cet intéressement. Et puis en plus, l'intérêt, c'est ça. Là, on peut laisser sur la participation. Bon, la participation, on sait bien que c'est un mécanisme de redistribution des bénéfices. Il y a une formule qui est légale, sur laquelle on peut déroger maintenant, mais on ne voit pas trop l'intérêt même d'y déroger tant que ça.
tandis que l'intéressement, c'est vraiment accompagner les salariés pour les motiver, pour rentrer dans un projet d'entreprise avec des objectifs en disant si on arrive à faire ça, on aura un petit peu plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus intéressant, alors que la participation, les salariés, ça les implique moins. Donc, Et on a tendance, les entreprises ont tendance à favoriser l'intéressement en mettant des objectifs. Maintenant, juste un mot très rapide, le problème, c'est plutôt, euh, c'est plutôt la question de la mise en place. La mise en place d'un accord d'intéressement semble des fois plus complexe, par exemple, qu'une PPV. Donc, on peut imaginer que les plus de 11, pour satisfaire à leurs obligations, auraient tendance à se tourner vers la PPV en se disant bah, ça va être facile, je fais une décision unilatérale. Alors qu'un intéressement, ça me demande, voilà, il y a cette question du calendrier, il faut que je fasse ça avant 30 jours. C'est un peu plus compliqué, mais on se rend compte que c'est peut-être quand même plus intéressant dans la démarche même idéologique d'intéresser, de développer le business, plutôt que de la PPV qu'on verse comme ça parce que c'est le pouvoir d'achat. Oui. on met un montant qui n'est pas lié à un projet, quoi. Et puis, il y a un second sujet, c'est aussi la sécurisation vis-à-vis de l'URSSAF. Parce que si je me trompe bien, Exactement. si je me trompe pas, pardon, le traitement n'est pas exactement le même. On en avait déjà parlé, Mathilde, je ne sais pas si tu pourrais revenir dessus, mais Oui, parce que c'est ça, c'est que en fait, en réalité, quand on fait de l'intéressement, quand on dépose l'accord d'intéressement au niveau de l'URSSAF, la plupart des gens, je le redis, hein, ça fait de tort à personne, il y a un site de l'URSSAF qui est très bien fait, oui. monintéressement.fr. Si on est sur des entreprises assez standardisées, tout est très bien, extrêmement bien fait, il suffit de remplir le nom, c'est l'URSSAF qui le fait, on envoie, ça valide automatiquement. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement simple. Et l'avantage, c'est que le contrôle par l'URSSAF est fait a priori. Donc, si jamais il n'y a pas de problème dans le cadre du dépôt, à ce moment-là, on sait que ça va bien se passer et qu'il n'y aura pas de contrôle URSSAF. Le problème qu'on a, c'est que sur les PPV, tout le monde fait un peu comme il peut, voilà, sa décision unilatérale. On fait une modulation des critères où on sait bien que des fois, on n'est pas terrible, mais les entreprises font des choses en donnant 100 euros à quelqu'un, 2500 euros à un autre, en disant mais parce qu'il est cadre, on va donner 2500. Il y a des risques qui sont pris. Et là, on arrive quelques années après, on a les premiers contrôles qui sont tombés et on voit que la PPV, c'était pas si simple. Et du coup, il y a un contrôle. Donc, dans ces cas-là, ça redevient de la rémunération. Pour l'entreprise, ça redevient très cher parce que c'est des sommes qu'il n'aurait sans doute pas versées s'il avait dû les charger. Et ce semblant de simplicité sur la PPV, il peut quand même être un peu contrarié par les contrôles a posteriori. Alors l'intéressement, ça semble un peu plus compliqué, mais d'un côté, c'est sécurisé et ça l'est pas tant, surtout si on est accompagné. Il faut plutôt s'engouffrer là-dedans parce que aussi d'un point de vue idéologique, la PPV, c'est ça, c'est un jour l'employeur se dit, ah bah il va falloir, je suis obligé de donner un de ces dispositifs, il faut que je donne de l'épargne salariale ou le partage de la valeur à mes salariés. Tiens, je vais donner 500 euros de PPV. Ça dépend pas de ses résultats. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas dynamisant pour Bien les sûr. gens. C'est une forme de rémunération. C'est un plus, évidemment, pour les salariés. Il faut pas. Mais voilà, ça ne crée pas de dynamique au sein de l'entreprise. Donc, on pourrait avoir tendance à recommander d'aller sur l'intéressement, même si on a des fois des questions. Si je veux en sortir de l'intéressement, comment je fais? Ça semble plus difficile aux employeurs, mais voilà, il y a des réponses pour tout ça. Mais il est 48, le temps file. Oui, Je vous laisse c'est ce que je reprendre. regardais aussi. C'est pour ça que je vais être un peu plus synthétique, notamment sur la participation. Alors, la participation, en deux mots, il y a évidemment celle qui est légale au-delà de 50 salariés. Celle-ci, à la limite, ce n'est pas trop le sujet. Il y a, depuis l'arrivée de la loi sur le partage de la valeur, il y a des possibilités d'une formule dérogatoire moins favorable que celle de la formule légale. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt la formule dérogatoire qui est supérieure à la formule légale. Donc, on peut développer, en fait, débloquer des montants plus importants avec des plafonds qui sont beaucoup plus généreux. Je pense que, comme le disait Mélanie, c'est plus un outil qui est intéressant pour des dirigeants, notamment à travers des holdings financières qui veulent se verser, gérer une participation assez significative. Mais pour ça, il faut avoir au moins un salarié avec un contrat de travail dans la holding financière. Voilà. Je ne fais pas juste une parenthèse. Dont l'épouse, c'est ça. Ouais. Dont l'épouse.
par hasard, voilà. Comme par hasard. Mais disons que voilà, c'est un bon outil, mais plutôt dans la perspective de constituer une épargne assez forte pour le dirigeant après ça, sur des réceptables que sont le PERCO notamment, et pourquoi pas le PE. Voilà. Donc je fais court pour rattraper un petit peu le temps. Oui, c'est De toute toujours comme manière, ça. là, l'objectif, c'était vraiment de faire un gros rappel. Encore une fois, si certains parmi vous ont des questions pointues ou un cas client ou un cas personnel à partager, sûr que là, on n'aura pas le temps, mais en revanche, on vous expliquera comment on va faire en sorte que vous ayez vraiment toutes vos réponses. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Super clair. On va passer à la partie 2, partie opérationnelle. Une fois qu'on s'est bien rappelé tout ça, que tout est bien clair, comment structurer le conseil à destination des clients. Et là, est-ce que tu peux nous partager en fait les différents cas, les cas, on va dire, les plus courants et en fonction de telle grande situation, quel est vraiment le réflexe à avoir au bénéfice du client? Alors, pour être synthétique, je vais zapper le plan de valorisation de l'entreprise parce que c'est très marginal. Par contre, évidemment, le prime de partage de la valeur, par contre, c'est quelque chose qui est assez répandu, mais il y a une nouveauté, et ça, je pense que peu d'experts comptables le savent encore, c'est que depuis cette année, avec la loi de finances et la sécurité sociale, je pense que ça entrera en jeu à partir du 1er avril, parce qu'il y a forcément eu un retard du fait des histoires politiques, mais c'est qu'en fait, cette prime de partage de la valeur rentre dans le calcul de la réduction qu'on appelait autrefois Fillon, la réduction générale des charges pour les bas salaires jusqu'à 1,6 SMIC. Et ça, pas une bonne nouvelle, hein, parce qu'en fait, les bas salaires sont ceux qui sont impactés directement. Et nous, on a fait les calculs, alors après ça, peut-être à vérifier avec certains professionnels, mais que ça a un impact de près de 50% en fait sur le coût de cette prime de partage de la valeur quand le salarié bénéficie des réductions Fillon. Donc, c'est pas neutre. Donc, la question, c'est de se dire, et finalement, est-ce encore aujourd'hui le meilleur outil? Et donc, voilà, l'alternative, ce sera notamment l'intéressement dont on a parlé tout à l'heure, la participation dérogatoire ou l'abondement. Et donc, un de ces quatre outils peut être utilisé, mais c'est sûr qu'il y a le troisième, l'intéressement et la participation sont ceux qui vont certainement avoir le meilleur avenir, en tout cas. Oui, parce que le but quand même du partage de la valeur à la base, c'était ça, les gilets jaunes, et c'était augmenter le pouvoir d'achat des salariés avec des bas salaires. Oui, exactement. Donc là, c'est un peu contradictoire, mais ça, c'est Là, maintenant, ça aura plus d'intérêt pour quelqu'un à l'équivalent de 2 SMIC que pour un collaborateur proche du SMIC. Bon. malheureusement. Ouais, c'est les effets de bord de la loi. Voilà. Ouais, voilà. Il n'y a pas de logique, mais on n'y est pour rien. Allons-y. Laura, je pense qu'on passe à celle d'après. Pardon, mon doigt, ça ne voulait pas. Donc là, en fait, excuse-moi Emmanuel, je t'ai coupé. vas-y. Ce qui était super important pour nous, c'était d'expliquer, nous en tant qu'assureurs, on connaît, on sait comment sont construits les produits. Notamment le PERCO, c'est pas forcément toujours simple et c'est une question qui revient régulièrement dans les cabinets avec lesquels on travaille. C'est quels sont les critères objectifs aujourd'hui pour que vous, en tant qu'expert comptable, vous puissiez ou professionnel de la comptabilité, vous sachiez exactement comment identifier les bons produits qui existent sur le marché, puisqu'on voit un petit peu tout. Donc là, on ne va pas faire de la pub pour Swiss Life. Évidemment, si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on a les reins solides. Mais peut-être que Emmanuel, tu peux nous expliquer les critères à regarder pour savoir si votre client il est bien équipé ou pas. Parce qu'encore une fois, on trouve de tout aujourd'hui sur le marché. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de PERCO. Il y a ce qu'on appelle le PERCO compte-titre, ce qu'on appelle le PERCO bancaire, de façon classique. Et puis, il y a le PERCO assurantiel. Donc, le PERCO compte-titre, c'est ce qu'on retrouve dans 90% des cas à peu près, au bas mot. Et puis, le PERCO assurantiel, ça reste plutôt quelque chose un marché de niche, entre guillemets. La différence donc, dans le compte-titre, en fait, déjà, du point de vue de l'offre financière, le fonds euro n'existe que côté assurantiel. Il n'y en a pas de compte-titre parce qu'en fait, c'est pas prévu. Donc, c'est chez les assureurs. Uniquement chez les assureurs. Voilà. Et donc, bon, c'est un avantage, c'est que ça sécurise l'épargnant par rapport à il n'y a pas de volatilité, contrairement par exemple à des unités de compte, même si les unités de compte ont une meilleure rentabilité en général que le fonds euro.
Côté date de mortalité, bon, j'ai passé vite, c'est quand en cas de rente. Donc là, bon, c'est pas trop le sujet malgré tout. Même si c'est possible de sortir en rente, ça, c'est sécurisant, mais c'est pas le plus gros axe. Il y a des garanties aussi complémentaires qu'on retrouve dans le cadre de la garantie plancher d'essai qui n'existe pas côté compte titre. Et puis le plus important, je pense que c'est le côté patrimonial. C'est voilà, de un, si je viens à décéder, comment ces capitaux vont être traités du point de vue de la fiscalité dans la succession. Ben, côté compte titre, ça sera au même titre qu'un compte bancaire, donc ça passera par le barème progressif des droits de succession. Alors que côté assurantiel, ben, ça passera par le système des exonérations, enfin de l'abattement jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Et puis en plus, on peut désigner un bénéficiaire, ce qui n'existe pas non plus dans le cadre du compte titre. Donc voilà, c'est des critères qui sont assez objectifs, mais qui sont aussi très différenciants par rapport à ce qu'on peut trouver dans le marché de l'offre d'épargne salariale. Tout à fait. Donc, bien choisir son dispositif. Notamment, on parle, enfin, tu parlais en cas de décès. Ça, c'est vrai que souvent, les clients, enfin, au moment de la souscription, ils ne l'ont pas forcément bien en tête. À vous Ouais. et à nous tous aussi de faire en sorte de bien orienter les clients vers des solutions de qualité. Parce qu'au final, ça coûte le même prix, sauf juste que les prestations, au final, sont différentes. On va parler de l'audit. Donc, comme je vous l'ai indiqué, et comme Emmanuel, vous voyez bien, hein, enfin, l'objectif, c'est encore une fois, c'est pas juste de positionner des solutions, c'est vraiment d'être dans une démarche de conseil. Et donc, dans ce cadre-là, la démarche d'accompagnement de Swiss Life, c'est vraiment de proposer un audit pour donner au chef d'entreprise toutes les informations pour que, avec l'aide de son expert comptable et de son assureur, K3 puisse prendre les meilleures, la meilleure décision pour lui. Est-ce que tu peux nous expliquer, Emmanuel, rapidement, parce qu'il nous reste que 4 minutes, Oui, Oui, comment on peut fonctionne dépasser de 5 cet minutes. audit? On peut dépasser de Ok, 5 minutes. Hein. euh, Je vous dis, bah, il y aura un replay dans la newsletter CF Connect, donc vendredi. Donc, ceux qui doivent partir partiront, mais pourront savoir là. ça marche, bon, merci. non, mais je vais essayer d'être synthétique. Alors, l'objectif, évidemment, c'est au départ, c'est de faire un état des lieux, de se mettre autour de la table. Et ce tour de table, en fait, il se fait avec le chef d'entreprise, l'expert comptable et l'assureur. Et donc, nous, Swiss Life, on va être au plus proche en fait, des attentes du dirigeant. Donc, on va commencer par faire un état des lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place du point de vue des l'épargne salariale? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et surtout, quelles sont les attentes des salariés et les souhaits du dirigeant. Comme ça, on essaie de trouver tous les éléments. Et puis surtout, on va aussi définir quel est le budget qui sera alloué à ça. Parce qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose qui soit extrêmement généreux et qui soit ingérable après ça. Mais par contre, c'est de dire, voilà, on détermine un cahier des charges. Et donc, cet audit, il est là pour ça. Et ce cahier des charges, l'intérêt, c'est que d'une part, on va pouvoir le travailler ensemble parce que de cette façon-là, quand on parle d'intéressement, quand on parle de participation et même quand on parle d'abondement, on va se dire, oui, mais attention, si je mets ça en place, qu'est-ce que je peux mettre sur la table pour que mes salariés puissent en bénéficier? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça va représenter pour eux? Si ça représente 50 euros par an, autant dire que ça ne sert à rien. Si ça représente 500 euros par an, c'est sympa, mais est-ce que j'ai les moyens de le faire? Et puis, si je mets de l'abondement, est-ce que j'ai de l'abondement sur le versement volontaire, l'intéressement, la participation? Tous ces éléments, tout ça, ça s'imbrique. Et de ce fait, il faut savoir où est-ce que le dirigeant s'embarque. Et donc, c'est pour ça qu'on fait à la fois un audit, et après ça, on fait aussi une restitution. Et cette restitution, quelque part, elle engage nous, Swiss Life, en tant qu'assureur, en disant, voilà, nous, on vous a préconisé ça parce que on considère que c'est ce qui est le meilleur pour vous. Mais par contre, elle va aussi, d'une certaine manière, être validée par vous en tant qu'expert comptable parce que on ne va pas s'amuser à donner, gérer des montants d'amendement ou d'intéressement de participation qui soient décorrélés de la réalité de l'entreprise. Est-ce qu'elle a la trésorerie nécessaire? Est-ce qu'elle n'a pas d'autres projets aussi importants d'investissement? Et donc, de ce fait, il faut que tout ça soit cadré. Et donc, il y a un écrit. Et cet écrit, il mérite comme ça de pouvoir être… il a le mérite, en tout cas, de fixer des choses, mais pas ad vitam aeternam, parce qu'en fait, l'idée, c'est de remettre le sujet régulièrement sur la table. Alors, tous les ans, c'est possible, mais c'est contraignant. Mais par contre, un accord sur 3 ans, ça paraît réaliste. Et en même temps, c'est quelque chose qui est un horizon qui est suffisamment proche, mais pas trop éloigné pour le chef d'entreprise.
Très clair, merci beaucoup. Concernant là, vous parliez du formalisme, parfois c'est la bête noire, hein, que ce soit des chefs d'entreprise ou même du pôle social, hein, de certains cabinets, on le conçoit tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont aujourd'hui quelle est notre démarche d'accompagnement pour justement aider et accompagner ce formalisme? Alors, en fait, le formalisme, il a plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il y a un formalisme vis-à-vis de l'URSSAF. Donc, il faut, je dirais, soit une DUE, soit un accord, enfin quelque chose qui permette finalement de formaliser la mise en place de ce dispositif. Ça, là-dessus, on a tous les modèles qui nous permettent de le faire. Alors, surtout pour, je dirais, un PO ou un PERCO, dès qu'on va rentrer dans l'intéressation de la participation, c'est une autre dimension. Et là, potentiellement, on a des schémas un peu plus simples, mais disons que souvent, l'intervention d'un expert comptable ou d'un juriste est assez indispensable. Après, il y a un deuxième sujet, c'est aussi l'obligation d'informer les salariés. Et donc, on organise des réunions d'information avec le chef d'entreprise pour expliquer aux salariés l'avantage qu'ils ont d'avoir un PE ou un PERCO, mais aussi, notamment quand il y a un intéressement, quels sont les leviers pour eux pour déclencher cet intéressement de manière à ce qu'ils puissent avoir le bénéfice. Pourquoi? Parce que ce n'est pas automatique. Donc, si les salariés n'ont pas compris, on passe à côté du sujet, potentiellement, ils ne seront pas motivés, donc ils n'auront pas d'intéressement parce qu'ils n'auront pas fait ce qu'il faut pour. Voilà. Donc ça, c'est essentiel et c'est incontournable. Et ça, pour ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui ait une expérience dans le domaine pour pouvoir être vraiment suffisamment clair et compréhensible pour les salariés. Et puis après, évidemment, il y a tous les outils informatiques. Hein. Vous avez la plateforme qui est dédiée, aussi bien côté dirigeant pour savoir qu'est-ce qu'il doit verser comme intéressement, la répartition, etc. 100% digital, quoi. Là, tout est digitalisé. Et côté salarié, il a toute l'information. Et par exemple, s'il veut faire un versement volontaire, il va sur son espace, il fait son versement, il sait qu'il aura l'abondement qui sera versé en fonction de ça. Voilà. Et donc, une fois qu'on a géré, mis tout ce formalisme autour de ça, eh bien, ce qui est important, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui soit à proximité, un agent ou un conseiller commercial, qui puisse donner finalement les clés de compréhension, potentiellement les freins techniques, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours intuitif, on ne sait pas toujours comment manier ces outils-là. Et donc, l'idée, c'est de ne pas être que sur à la fois quelque chose de totalement digitalisé, il faut aussi quelque chose qui soit personnalisé. Très clair, merci beaucoup. Pour terminer, parce que là, on a déjà dépassé de 2 minutes, je vais clairement abréger. Ce que je voulais, c'était vous partager des bonnes pratiques. Nous, clairement, il y a des binômes qui travaillent très, très bien. Et donc, quand je dis binôme, hein, c'est expert comptable, assureur. Moi, déjà, le conseil qu'on peut vous donner à tous aujourd'hui, Mélanie, Emmanuel et moi, c'est déjà de rencontrer à l'issue de ce webinaire, de solliciter un rendez-vous avec votre référent Swiss Life de proximité. Dans le formulaire d'inscription, on vous a demandé de l'indiquer. Donc, il y en a encore certains qui nous ont dit de ne pas connaître. Donc, vous allez tous être recontactés par votre référent. Donc, c'est la personne à proximité de votre cabinet qui représente la compagnie Swiss Life et qui est à disposition pour vous accompagner. Donc, le rencontrer. Ensuite, il n'y a pas de modèle, idéal. Maintenant, les bonnes pratiques qu'on identifie, on est sur un sujet complexe qu'Emmanuel nous a redécrypté. Il y a deux façons d'aborder les choses. Déjà, bien muscler vos équipes, c'est-à-dire organiser une réunion de formation pour vos collaborateurs qui, eux, sont au contact régulier de vos clients. Si eux-mêmes ne sont pas à l'aise pour en identifier les besoins, que ce soit dans le cadre d'une obligation légale ou non d'ailleurs, ils ne seront pas à même d'en parler à vos clients. Donc déjà, organiser une formation collaborateur. Nous, chez Swiss Life, et ça c'est aussi mon rôle d'harmoniser les choses, on fait en sorte qu'il y ait vraiment, vous mettre à disposition du clé en main. C'est-à-dire que le référent, il va venir avec des propositions que vous co-construisez ensemble, mais l'objectif, c'est de vous faire aussi gagner du temps. Deuxième chose, maintenant, ensuite, présenter et informer vos clients. On ne va pas faire une formation auprès de vos collaborateurs de la même façon qu'on va s'adresser demain à vos clients dans le cadre d'une réunion, parce qu'un client, il n'est pas professionnel du chiffre, il a besoin qu'on vulgarise et d'identifier tout de suite l'avantage, l'intérêt pour lui. Donc, encore une fois, on a des modèles d'animation, de réunion qui sont à votre disposition
toujours dans le cadre d'une co-animation. Et puis enfin, en amont quand on fait une formation collaborateur, une réunion client, vraiment l'intérêt, c'est, si on veut que ce soit efficace, c'est vous aider à structurer vraiment une mission du conseil et vous aider à être proactif, il faut déjà qu'il y ait un travail préalable d'identification des clients prioritaires, que ce soit dans le cadre d'une obligation légale. C'est vraiment, c'est à vous, avec votre assureur, de définir les critères objectifs, mais c'est vraiment indispensable si vous ne voulez pas juste faire une formation, une réunion client, et puis que derrière, il se passe au final que ça va pchit. Pourquoi? Parce que une fois qu'on s'est dit ça, l'audit d'épargne salariale que vous a présenté Emmanuel, c'est un vrai outil de conseil à destination de vos clients qui peuvent faire l'objet, et moi je vous le conseille, d'une mission de conseil et qui est valorisable. C'est-à-dire que soit vous pouvez la facturer, parce que c'est une vraie valeur ajoutée apportée à vos clients par le cabinet. C'est une façon de vous différencier aussi au service de vos clients. Et puis, si vous êtes, il y a certains experts qui l'utilisent aussi comme un outil de fidélisation, de dire, bah, moi, je ne vais pas le facturer à mon client. En revanche, je vais le valoriser. C'est d'une valeur de 500, 600, 1000 euros en fonction, c'est à vous de définir, de définir le prix en fonction de la typologie du dossier. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez valorisé, ça fait l'objet d'une aide de mission et que ça vaut tant, c'est offert par le cabinet, c'est un vrai outil pour aussi vous permettre de vous différencier. Voilà, donc on va rester là-dessus. Pour la suite, comment ça se passe avant de remercier évidemment Emmanuel et Mélanie pour la qualité de cette intervention. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est qu'aujourd'hui, on est tous ensemble, c'est collectif. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'on buvait tes paroles, Emmanuel. Deuxième étape maintenant, c'est ce qui va se passer dans les cabinets. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez tous être contactés par votre référent de proximité, soit la personne que vous avez identifiée, soit nous, on va identifier cette personne pour que vous puissiez au moins avoir les coordonnées et bien référencer votre référence Swiss Life. Et puis, donc, l'objectif là pour nous aujourd'hui, c'était vraiment de créer ces rencontres. Donc, vous serez recontactés, je pense, dans la semaine. On a 700, enfin là, même 1000 référents Swiss Life. Notre force aussi, c'est de pouvoir vraiment être présent partout sur le territoire, vraiment pour assurer justement ces binômes avec votre profession. Et puis enfin, comme vous l'a dit, c'est vraiment c'est un axe fort pour notre compagnie. On a une équipe de référents donc, qui est managée par Emmanuel, justement, donc de référents d'ultra techniciens qui sont Mais vraiment des techniciens qui sont accessibles, c'est pas des gens qui sont en dehors de la réalité. Au contraire, c'est non, des ils gens sont très pragmatiques. très Ouais. terrain et qui connaissent bien les TPE, PME. Et leur force, en fait, c'est vraiment d'accompagner aussi l'ensemble de nos référents, nos agents, nos commerciaux, pour vraiment vous assurer une prestation et un accompagnement de qualité. Voilà, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de commencer cette journée tous ensemble. Grand merci Mélanie et Mathilde et pour cette co-construction, parce que c'était intéressant de travailler Merci à vous, avec vous. Cyril. Et puis un grand merci Emmanuel. Oui, merci. Merci Laura, merci Emmanuel, merci Mathilde. Merci à tous les participants d'avoir été là. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Normalement, dans le chat, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis quelque part l'adresse de Laura. Si vous devriez la retrouver, hein, Laura le livre de ça, sans vous la retrouverez. Mais sinon, n'hésitez pas à m'écrire à moi. Je ne manquerai pas de faire le relais avec Emmanuel. On a eu quelques questions pour lesquelles j'ai déjà envoyé l'adresse et on reviendra vers vous parce que j'avais pas la réponse en tête. On vous souhaite à tous une très bonne journée dans cette période euh, chargée et à très bientôt pour un prochain événement. Avec grand plaisir et bonne semaine de l'épargne salariale à tous. Bonne Au semaine à revoir. tous. Bonne Merci, semaine au à revoir. tous et bonne journée. Au revoir.